Sur les versants les plus arides de la planète, au milieu de roches tranchantes et d'un vent si sec qu'il fissure la peau, apparaissent des structures qui semblent totalement déplacées, de grands panneaux de filets blancs plantés au milieu de nulle part. Pas de canalisation sophistiquée, pas de moteur, pas de générateur. Et pourtant, de là s'écoule de l'eau. Une eau claire, fraîche, prête à être bue. Ce système n'a pas été imaginé en Chine, ni en Égypte, mais en Allemagne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ces solutions ont été testées dans de vrais déserts et l'impact qu'elles ont déjà commencé à provoquer. Au sud du Maroc, sur les pentes sèches de l'Anti-Atlas, le paysage n'était que pierre, poussière et silence, et la règle a toujours été simple et cruelle. Quiconque voulait de l'eau devait marcher. La pluie ne tombe que quelques fois par an, les saisons sèches s'étirent pendant des centaines de jours, les nappes phréatiques ont été épuisées et beaucoup de puits ne donnent plus qu'une eau salée, chargée de minéraux impropres à la consommation et à la cuisson. Dans une bonne partie des villages, plus de la moitié des maisons n'ont même pas un robinet raccordé au réseau. Avant l'installation des structures blanches au sommet des montagnes, la journée commençait par une tâche qui dictait toute la routine. Dès l'aube, femmes et enfants prenaient en un des bidons vides et s'engageaient sur des sentiers escarpés et pierreux, jusqu'à des vallées et des sources éloignées. L'aller-retour représentait plusieurs kilomètres, avec 3 ou 4 heures d'effort sous le soleil ou dans le vent froid, pour ramener 20 ou 25 litres d'eau pour toute la famille. Chaque jerrycan d'environ 20 kg tirait le corps vers le bas, et ce poids se traduisait aussi par moins de temps passé à l'école, moins de temps pour travailler et plus d'exposition aux maladies liées à une eau de mauvaise qualité. Pendant ce temps, chaque jour, une ressource passait sous leurs yeux sans être utilisée. Aux premières heures du matin, un brouillard dense poussé par l'Atlantique remontait les reliefs et enveloppait les crêtes de l'Anti-Atlas comme un manteau blanc. Des branches couvertes de mousse et des rochers humides montraient que l'air y était chargé d'eau. Il suffisait que le soleil monte un peu, que le vent se réchauffe et cette masse épaisse disparaissait complètement, laissant derrière elle le même décor de sécheresse. C'était un gaspillage silencieux. La montagne baignait dans une mer de gouttelettes invisibles, mais aucune structure n'existait pour les transformer en eau utile. C'est précisément cette contradiction qui a éveillé l'intérêt d'une fondation allemande dédiée aux projets liés à l'eau. Au lieu d'investir dans des forages toujours plus profonds ou dans des barrages difficiles à rentabiliser sur des rivières intermittentes, l'équipe a décidé de se tourner vers ce que le climat local offrait déjà en abondance, le brouillard. À partir d'un partenariat entre la Water Foundation, un designer industriel basé à Munich et des ingénieurs marocains, est née l'idée d'un système capable de capter l'humidité de l'air et de la transformer en eau potable à l'échelle de villages entiers. Le concept a reçu le nom de Cloud Fisher, une sorte de pêcheur de nuages accroché aux pentes de l'Anti-Atlas. La solution pourtant n'est pas sortie toute faite d'une table à dessin. Des techniciens ont passé des mois à parcourir la région, à analyser la direction et la force des vents, à mesurer la fréquence des épisodes de brouillard et à observer les zones où l'humidité s'accumulait le plus. Des troncs couverts de mousse, des pierres constamment humides et des lignes de végétation plus vertes sont devenues des cartes naturelles. À partir de ces indices, des secteurs tournés vers l'Atlantique ont été choisis, à une altitude suffisante pour intercepter les bancs de brume les plus denses. Puis est venue une étape moins visible mais décisive. 18 mois d'essai avec différents tissus, maillages et matériaux jusqu'à aboutir à une maille tridimensionnelle en polyéthylène, bien plus performante que les solutions précédentes. De là est née l'image qui définit le projet. Un mur de brouillard planté dans la montagne. Chaque unité du système fonctionne comme un grand panneau monté sur une structure métallique modulaire. 2 couches de mailles sont tendues en parallèle, formant des millions de microchambres où les gouttelettes de brume restent piégées. Le polyéthylène a été choisi pour résister au rayonnement intense du désert, à la corrosion et aux variations brutales de température entre le jour et la nuit. Au lieu de masses énormes de béton et d'acier, l'ingénierie se concentre sur le détail de la surface qui entre en contact avec l'air. Pour que ce mur tienne debout sur des pentes inclinées et rocheuses, la construction a commencé sous terre. Des ouvriers du cru ont creusé des tranchées d'environ 1 mètre de profondeur au point défini par les ingénieurs, là où les piliers d'acier devaient être posés et scellés dans la roche. Sans grue ni camion lourd, chaque élément métallique a dû être transporté à la main, poussé dans de petits chariots ou tiré en groupe jusqu'en haut des pentes. Une fois en place, les piliers étaient alignés et rigidifiés à l'aide de plaques et de boulons, formant un squelette solide. Sur les niveaux les plus élevés, des techniciens harnachés se suspendaient aux structures pour tendre la maille au maximum.
laissant le panneau prêt à encaisser les rafales venues de l'Atlantique. Le fonctionnement est simple dans son principe, mais finement réglé. Lorsque la brume frappe ces panneaux, les microgouttes en suspension heurtent les fibres de la maille, légèrement plus froides que l'air, et commencent à s'y accrocher. Au début, ce ne sont que de petits points brillants dispersés, presque invisibles. Avec le temps, ces gouttes grossissent, se rejoignent, et forment des filets qui descendent le long de la maille vers la base. La structure est légèrement inclinée pour guider ce flux, et la gravité fait le reste, conduisant l'eau exactement là où elle s'est attendue. En bas, ce sont des gouttières en forme de V, fixées sous chaque module, qui entrent en jeu. Des techniciens ajustent crochet après crochet, vis après vis, pour qu'aucun interstice ne laisse s'échapper la moindre goutte. Leur rôle est de récupérer toute l'eau qui ruisselle sur la maille et de l'acheminer vers des conduites en plastique fermées, protégées du soleil et de la poussière. L'eau parcourt alors, par gravité, plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres, jusqu'à des réservoirs installés à des points stratégiques près des villages. Chaque panneau du Cloudfisher est un module indépendant, qui peut être monté, remplacé ou agrandi avec des outils simples. Il n'y a ni pompe, ni câble électrique, ni générateur ou moteur, ce qui réduit les coûts d'exploitation et le risque de panne. La maintenance se résume à des inspections périodiques des mailles, au nettoyage des gouttières et à la vérification des raccords des conduites. Des tâches que des équipes locales formées peuvent accomplir sans faire venir des contingents de techniciens spécialisés. Quand cette logique modulaire est reproduite à grande échelle, l'impact cesse d'être symbolique. Un ensemble d'environ 10 panneaux peut produire entre 600 et 1000 litres d'eau par jour, de quoi couvrir les besoins essentiels d'une petite communauté, même pendant les périodes les plus sèches. Dans l'Anti-Atlas, le projet a grandi jusqu'à atteindre 31 unités installées, totalisant plus de 1090 mètres carrés de mailles, reliées par environ 26 km de conduite. L'eau est stockée dans 5 réservoirs dont la capacité cumulée frôle les 1000 mètres cubes et alimente 15 villages, soit environ 1250 personnes, une école et plusieurs milliers d'animaux. Dans la vie quotidienne, ce changement se traduit par moins de kilomètres parcourus avec des bidons sur le dos et par plus de temps disponible pour étudier, travailler et prendre soin de sa santé. L'eau tirée du brouillard permet de cuisiner en toute sécurité, de maintenir une hygiène minimale et même d'irriguer de petits potagers, ce qui renforce la sécurité alimentaire locale. Pour décourager le gaspillage dans un environnement d'extrême rareté, le système fonctionne avec une facturation au mètre cube consommé, à des tarifs compris entre 1$ et 20 centimes et 1,50 $ par mètre cube, ce qui incite à un usage rationnel sans exclure la majorité des familles desservies. Même ainsi, en dehors de la zone couverte par les panneaux, il reste des habitants qui parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour aller puiser une eau trouble dans des trous creusés à la main, ramenant des bidons lourds jusqu'à chez eux. Cette coexistence résume bien le caractère du Cloudfisher, un méga-projet discret avec très peu de béton et beaucoup d'intelligence de surface, qui ne résout pas le problème de tout le désert, mais réinvente la relation de certaines communautés avec le climat dans lequel elles vivent en transformant brouillard, vent et gravité en un réseau stable d'eau potable. Alors que le Maroc teste des structures légères pour arracher de l'eau au brouillard, la Chine mène un autre type de bataille contre le même adversaire central, l'avancée du désert. Dans le nord du pays, pendant des décennies, le Gobi et le Taklamakan ont progressé comme une marée de sable silencieuse, ensevelissant des villages, recouvrant des routes rurales et projetant des tempêtes de poussière jusque sur les grandes villes. Certaines années, les habitants de Pékin ont passé plus de 80 jours à porter un masque à cause des particules fines venues de milliers de kilomètres, dans un décor où l'horizon disparaissait derrière un ciel jaune, épais, qui semblait tout envahir. Cette situation ne s'est pas créée par hasard. La déforestation pour le bois de chauffage et l'expansion des terres agricoles, le surpâturage dans des zones fragiles et le pompage intensif des nappes souterraines ont épuisé les sols, détruit les systèmes racinaires et laissé de vastes surfaces totalement exposées au vent. Chaque arbre abattu, chaque puits surexploité était une invitation de plus pour le désert à gagner du terrain. Lorsque les tempêtes de sable ont commencé à frapper régulièrement des zones industrielles et des centres urbains, il est devenu clair que le problème écologique s'était transformé en problème économique et en enjeu de sécurité pour tout le pays. La réponse est arrivée en 1978, avec un programme impossible à enfermer dans un simple mandat politique.
la ceinture de protection des 3 grandes régions du Nord, connue sous le nom de Grande Muraille Verte, a été pensée comme une infrastructure écologique de long terme, une succession de forêts, de ceintures arborées et de zones humides artificielles réparties sur plus de 4500 km, du Xinjiang jusqu'à l'extrême nord-est. L'objectif était de planter des dizaines de millions d'hectares de végétation d'ici le milieu du siècle, d'augmenter la couverture forestière nationale et de créer une barrière progressive contre le sable. Pour transformer ce schéma en véritable chantier, ingénieurs et techniciens ont commencé par cartographier le mouvement des dunes, grâce à des images satellites, puis avec des drones, en repérant les couloirs de vent les plus violents, les zones où le sable s'écoulait comme un fleuve à sec et celles où subsistait encore un peu de terre fertile. À partir de ces données, ils ont défini des bandes d'intervention prioritaires, non pas comme une ligne parfaite sur une carte, mais comme une mosaïque de points stratégiques disséminés dans le nord. Dans ces zones critiques, le premier geste ne consistait pas à planter quelques arbres isolés au milieu d'une mer de sable, mais à modifier le comportement même de la dune. Des équipes acheminaient des tonnes de paille à l'intérieur du désert, souvent sans route et disposées en cette paille en quadrillage à la surface, formant des carrés réguliers qui, vus du ciel, rappelaient un immense damier. Ce treillis de paille réduisait la vitesse du vent au sol, stabilisait les dunes et créait de minuscules poches d'humidité. Ce n'est qu'ensuite que l'on ouvrait, au centre de chaque carré, une fosse destinée à accueillir des espèces résistantes à la sécheresse, comme des arbustes ou des peupliers adaptés, appelés à devenir les premiers points verts d'une nouvelle barrière vivante contre le désert. D'un côté, des panneaux de filets qui arrachent de l'eau à un brouillard qui, autrefois, disparaissait sans laisser de traces, transformant un phénomène presque décoratif en un système d'approvisionnement capable de faire vivre des villages entiers au sommet de la montagne. De l'autre, des carrés de paille soigneusement alignés sur le sable qui stabilisent des dunes jadis poussées au gré du vent et laissent aux racines les plus fines le temps de trouver un sol plus stable, un minimum d'eau et, peu à peu, de dessiner des taches de verre là où il n'y avait autrefois qu'un horizon vide. Au Maroc, l'ingénierie donne forme à une infrastructure presque invisible, faite de mailles, de vent et de gravité, où chaque goutte capturée par le filet glisse dans des gouttières discrètes jusqu'à un réservoir qui bouleverse le quotidien de familles entières. En Chine, la même logique d'intervention minimale guide un projet à l'échelle d'un continent dans lequel des millions de jeunes plants et de grillacos de paille réorganisent le flux du sable, du vent et de l'humidité, en modifiant non seulement le paysage, mais aussi le comportement même du désert, lorsqu'il se heurte à une barrière vivante construite arbre après arbre, décennie après décennie. Ce que ces expériences ont en commun, ce sont des solutions qui se passent de machines lourdes, qui fonctionnent en accord avec le climat plutôt que de chercher à le dominer de force, et dont l'ampleur ne se révèle pleinement que si l'on prend le recul du temps long, là où des ressources considérées comme épuisées réapparaissent simplement parce que l'air, le sol et l'eau se rencontrent autrement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'utiliser une ingénierie légère pour transformer des déserts en sources d'eau et de forêts ? Dites-le nous en commentaire. Ici c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.